Bonsoir, bienvenue dans votre journal de 20h. Nous sommes le samedi 26 avril. Voici les titres. Plus de 400 000 fidèles réunis à Rome pour les obsèques du pape François. Il a été inhumé au terme d'une procession à travers la ville dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Elle ouvrira au public demain matin à 7h. Une image qui restera de ces obsèques, Volodymyr Zelensky et Donald Trump assis face à face dans la basilique Saint-Pierre. Que se sont-ils dit? Le président ukrainien a aussi multiplié les échanges avec Emmanuel Macron, avec l'italienne Giorgia Meloni et le britannique Keir Starmer. En France, 2 jours après le meurtre d'une lycéenne à Nantes, de nouveaux témoignages livrent le récit glaçant de l'attaque et éclairent sur les possibles motivations de l'assaillant. Nous avons rencontré l'un de ses proches. Le contrôle technique va-t-il devenir obligatoire tous les ans? C'est le souhait de la Commission européenne. La mesure concernerait les véhicules de plus de 10 ans. Du surf, du golf et même du catch mexicain. Les bars se réinventent pour attirer une nouvelle clientèle. Nous avons tenté l'expérience. Eux ont surfé sur la vague des années 80 et ils sont toujours là avec une tournée qui bat des records. Dans 20h30 le samedi, Laurent Delahousse nous dévoile les secrets du succès d'un groupe mythique, Indochine. Une foule immense réunie place Saint-Pierre, puis le long du cortège pour un hommage planétaire et populaire. Les funérailles du pape François ont donc rassemblé 400 000 personnes aujourd'hui à Rome. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Maryse Burgot, Lorenza Pensa et Marion Huguet. Sous les iconiques pins parasols et les applaudissements, le cercueil du pape François. 5 kilomètres de cortège au milieu des anonymes, une volonté exprimée par le souverain pontife. Image inédite dans l'histoire des obsèques papales. Les ruines du Colisée, les foules massées sur les places, les Romains à leurs fenêtres et 150 000 fidèles en haie d'honneur venus du monde entier. Sous le soleil, ils ont attendu pendant des heures pour être sur le passage du cercueil. Ce passage iconique du pape devant le Colisée était incroyable. Je ne réalise pas. Tout était si beau. Être sur ce passage est une expérience unique et incroyable, et aussi un moment historique. Arrivée solennelle du convoi à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Le souverain pontife a souhaité être inhumé ici plutôt qu'à Saint-Pierre de Rome. Très attaché au culte de la Vierge Marie, il venait régulièrement se recueillir ici. Il reposera à jamais dans cette nef. Avant ce dernier voyage, une autre marée humaine, cette fois 250 000 personnes sur la place Saint-Pierre, mais aussi des milliers d'autres sur l'avenue qui mène au parvis de la basilique. Cercueil sobre, en zinc, doublé de bois et posé à même le sol. L'évangile à feuilles ouvertes et cette messe en plein air dans le plus grand recueillement. Les parents avec leurs enfants, mais aussi beaucoup d'applaudissements. Notamment quand le doyen des cardinaux évoque dans son homélie le pape des démunis et des exclus que fut François. Le pape François a toujours conservé son tempérament. Il a été un pape proche des gens, avec un cœur ouvert et une attention pour les personnes en difficulté. 2 carrés autour de l'autel, les cardinaux en rouge et en noir, les personnalités, les têtes couronnées, les chefs d'État. Aux abords, des milliers de fidèles pour ce dernier hommage à celui qui se disait lui-même le pape des périphéries. Il était un modèle de vie. Il nous a montré une église pauvre, protégeant les pauvres. La cité du Vatican, plus petit État de la planète, était aujourd'hui le centre du monde.
Et pour assister à la cérémonie, il a fallu se lever tôt, très tôt, dans la foule. De nombreux Français avaient fait le déplacement entre amis ou en famille. Ils ont tenu à participer à cette journée qui restera gravée dans les mémoires. Claire Vérove, Antoine Placier, Juliette Cohen-Oliveri. Elle est venue de Cannes spécialement pour la cérémonie. Alors dès 6 h du matin, sitôt les portes ouvertes... Ah, c'est un soulagement. Là, je vais courir parce qu'il y a tous mes amis qui sont déjà devant. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je vais choisir une meilleure place. Au pas de course, Elodie Jaouzafi veut être au plus près du pape pour cette cérémonie d'obsèques. Doucement, messieurs, dames. Il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin. On est très gâtés. À 6 h du matin, à 5 h. On est trop heureux. Rapidement, la foule se densifie. Tous les Français ne pourront pas être aux premières loges. Je disais qu'on allait s'arrêter pour être devant un écran pour pouvoir voir un peu mieux. Plutôt qu'être dans la foule, plus devant, voilà. Parce qu'avec des petits, c'est pas toujours simple, mais voilà, on est content d'être ici. Même sans bien voir, même sans être pratiquante, sur la pointe des pieds, ces étudiantes en échange à Rome tentent de ne pas en perdre une miette. Même si c'est vrai que c'est des funérailles, c'est pas non plus un moment très gai, mais en vrai l'ambiance, l'atmosphère où tout le monde se retrouve pour un moment comme ça. Donc non, franchement, un moment historique. Romains, touristes, fidèles, rassemblés pour l'événement. Regardez, la place Saint-Pierre est remplie de jeunes pèlerins venus du monde entier. Ils venaient assister au jubilé des adolescents prévu ce week-end, mais les voilà à la place, aux premières loges, pour vivre ce moment d'histoire. C'est plutôt joyeux que triste et on est hyper heureux, c'est un moment très fort et c'est une occasion inouïe de faire des choses qu'on pourra peut-être jamais faire dans notre vie. À 88 ans, François a su marquer toutes les générations. C'est vraiment un pape que je me suis senti très proche, un pape qui était très ouvert sur les autres et tout, donc il m'a bien boosté dans ma foi et dans ma vie de tous les jours. Alors pas question de laisser partir le pape seul. Au passage du convoi funéraire, dans les rues de Rome, ces touristes bretonnes s'interrompent. C'est incroyable d'être là. Incroyable. Pour l'applaudir. Une dernière fois. Alors, c'est grandiose, hein, c'est super. Hein. Pour mes 60 ans surtout, on s'en souviendra, c'est mémorable. C'est mémorable. De voir le pape, de voir le cercueil du pape, nous qui sommes venus à Rome ce week-end, c'est super. Les Français ont aimé François et seront sans doute nombreux dès demain à lui rendre hommage sur sa tombe. Une marée humaine pour le pape du peuple, comme on le surnommait dans la foule. Beaucoup étaient venus de loin, tous partageaient la même ferveur. Sur place, on retrouve Ambroise Bouléis avec Florence Crimon et Charline Madi. Ils l'ont attendu pendant des heures pour un ultime salut. Devant la basilique Sainte-Marie-Majeure, le cortège funéraire du pape François arrive sous les acclamations. Regardez, j'ai la chair de poule. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est le pape qui a changé l'Église. Nous sommes venus ici spécialement pour lui, pas pour faire du tourisme. Ce samedi, Rome s'est habillée aux couleurs de François. Son sourire flotte dans l'air et la messe donnée place Saint-Pierre résonne dans toute la capitale. Même entre les fruits et légumes du marché, les passants s'accordent quelques secondes de recueillement. Ça ne change rien d'être loin de la messe. J'y suis avec mon cœur. Je me sens à la fois triste et content pour tout ce qu'il a fait. Les touristes n'hésitent pas à trinquer devant la messe. Au pape François. C'est étrange de faire ça. Non, en Amérique, c'est comme ça que nous célébrons. C'est approprié. La patronne a coupé la musique pour l'occasion. Je suis triste. Mais sa tombe sera dans la basilique voisine. Et donc nous l'aurons pour toujours près de nous. Comme elle, beaucoup de travailleurs ne voulaient pas manquer ces instants de communion. Dans cette pharmacie, toute la famille s'est réunie derrière le comptoir. Comme nous n'avons pas de clients pour le moment, on a mis la messe en direct sur l'ordinateur pour regarder les obsèques. Comment il s'appelle, le pape? Pape François. Autour de la place Saint-Pierre, la foule est compacte. Aux premières loges, il y a ceux qui n'ont pas dormi, ceux qui ont passé des heures au soleil. Il me va mieux comme ça ou comme ça? Et ceux qui ont presque trouvé le moyen de ne pas se perdre. Je pensais être le seul avec une flèche sur la tête.
Pour tous ceux qui n'ont pas pu accéder à la place Saint-Pierre, des écrans géants ont été disposés tout autour du Vatican et ils attirent une foule de curieux venus avoir un aperçu de ce moment historique. Nous n'allions pas à l'église d'habitude, mais nous voulions vivre cet événement. Je vais m'arrêter ici à ce niveau-là, ne pas chercher à trop rentrer, mais plus intérieurement le ressentir, quoi. Je préfère écouter la messe de loin pour mon chien, parce que lui ne se sent pas bien au milieu de la foule. Croyants ou pas, les Romains ont adressé aujourd'hui un même au revoir à celui qui était aussi l'évêque de Rome. Une grande messe aussi religieuse que diplomatique en marge de la cérémonie à laquelle assistait une cinquantaine de chefs d'État. Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Emmanuel Macron et Donald Trump. Et c'est un cliché qui restera sans doute. Les présidents ukrainiens et américains assis face à face dans la majestueuse basilique Saint-Pierre, comme si le monde s'était arrêté pendant quelques secondes. Benjamin Delombre et Christelle Méral. Donald Trump et Volodymyr Zelensky, brièvement rejoint par Emmanuel Macron. Rencontre surprenante sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, ce matin, juste avant que ne débutent les funérailles du pape François. Seul à seul et sans traducteur, les présidents ukrainiens et américains ont semblé échanger calmement pendant de longues minutes. Alors que les négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine sont difficiles, que se sont dit ces deux chefs d'État qui ne s'étaient pas vus depuis la rencontre houleuse du bureau ovale. L'échange aurait été positif tant selon la Maison-Blanche que selon Volodymyr Zelensky. On a beaucoup parlé en tête-à-tête. C'était une rencontre très symbolique qui peut devenir historique. Merci au président des États-Unis. Éloignés de quelques sièges lors de la cérémonie, les deux présidents ont-ils abordé les récentes frappes russes qui ont visé des civils ukrainiens. Donald Trump évoque en tout cas ces bombardements dans un message publié après son départ de Rome. Le président américain, qui s'est montré conciliant ces dernières semaines avec Vladimir Poutine, semble même amorcer un changement de posture. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles. Cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade. Et alors il faut faire autrement. Alors que Volodymyr Zelensky a profité de son voyage à Rome pour échanger avec Emmanuel Macron et avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le Kremlin, ce soir, fait savoir qu'il est prêt à négocier la fin du conflit en Ukraine sans, je cite, « aucune condition préalable ». En Argentine, les funérailles du pape François ont bien sûr été très suivies. Beaucoup d'Argentins avaient aussi organisé leur propre cérémonie à Buenos Aires, sa ville natale. Il restera à jamais le pape des plus démunis et des exclus, le pape au milieu des gens. Reportage de nos envoyés spéciaux, Diane Schlinger et Julien Pelletier. Un triomphe au rythme des tambours. À Buenos Aires, le dernier adieu au pape François est à son image. Conforme à sa vision de l'Église. Populaire et festif. Sur la place de la cathédrale converge toute la capitale et surtout les plus démunis. Nous, on représente les ramasseurs de cartons de la ville. Une messe est célébrée en extérieur sur le parvis de la cathédrale où François officie quand il était évêque. François a été un père pour nous tous. Il fait partie de nous pour toujours. Il nous protège de là-haut maintenant. Au milieu de la foule fervente, un groupe de jeunes femmes pour qui le pape était bien plus qu'une figure paternelle. Si François n'avait pas été là, je ne serais peut-être pas vivante aujourd'hui. Elles font toutes partie d'un foyer chrétien de désintoxication, un concept impulsé par François. Qu'on m'ouvre la porte du foyer, ça m'a changé la vie. Je suis en train de sortir de la drogue. Je vais pouvoir récupérer mes enfants peut-être. Pour ce dernier hommage, certains ont veillé toute la nuit dernière. Déterminés à faire entendre leur voix jusqu'à Rome, à 11 000 km de là. Jusqu'à leur défunt pape, qu'ils considèrent comme leur ami. On ne pouvait pas rester chez nous confortablement à dormir. Il fallait montrer à quel point il comptait pour nous. On a pris beaucoup de maté pour veiller. C'est comme si notre pape était encore là et qu'on buvait avec lui. Il est 5 h du matin à Buenos Aires. Les obsèques commencent à Rome. Ces jeunes Argentins n'avaient pas les moyens d'aller au Vatican. Alors ils allument des bougies et chacun leur tour livre une éloge funèbre.
des mots de gratitude pour leur pape. Merci François d'avoir mis les plus démunis en premier. Merci d'avoir été un pape si humble, si simple, et de nous avoir rapprochés de la foi. Vive le pape! La simplicité, c'est le fil conducteur de cette journée en Argentine. Une procession sillonne les rues de la ville, sur les traces du pape François, en suivant son exemple. On va sur la place où Bergoglio a prêché contre la traite des êtres humains. Des milliers d'Argentins continuent d'arpenter les rues de la capitale. Leur prochaine étape, un hôpital, puis ils se rendront dans un bidonville que François aimait visiter. Une façon de montrer qu'il compte bien perpétuer l'héritage du pape des pauvres. Et en direct de Rome, on retrouve à présent Raphaël Chapira. Bonsoir Raphaël. Le pape a donc été inhumé. Quelles sont les prochaines étapes? Et la question évidemment que tout le monde se pose, Raphaël, quand connaîtra-t-on le nom du nouveau pape? Alors, il va falloir patienter encore un tout petit peu parce que s'ouvrent ici 9 jours de deuil, 9 jours au cours desquels les drapeaux seront en berne, les prières quotidiennes ainsi que les réunions des cardinaux, les congrégations générales qui rassemblent des cardinaux de tous les âges, les électeurs, mais aussi ceux qui ont plus de 80 ans. Au cours de ces réunions, eh bien, les cardinaux vont commencer à élaborer, bien sûr, non pas un nom, mais un profil, les grandes lignes, les priorités, les objectifs de l'Église dans les années à venir pour affiner un petit peu justement les profils d'un potentiel prochain pape. Et puis à l'issue de ce deuil de 9 jours, le conclave pourra alors commencer. Cela devrait débuter entre le 5 et le 6 mai. C'est là que les cardinaux électeurs, ceux de moins de 80 ans, s'enferment dans la chapelle Sixtine et on ne connaîtra le nom du prochain pape que lorsque la fumée blanche sortira de la cheminée. Merci beaucoup Raphaël Chapira en direct de Rome. Mais en attendant, la cérémonie a été vue dans le monde entier. 1,5 milliard de fidèles à travers le monde, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou encore à Bangkok, en Thaïlande, en France aussi. Une grande messe s'est tenue cet après-midi à Notre-Dame-de-la-Garde, à Marseille, où le pape était venu en septembre 2023. La France, où la consigne avait été donnée par l'exécutif de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments publics. Un geste commémoratif habituel sous la Ve République, mais dénoncé par plusieurs élus comme une atteinte au principe de neutralité de l'État. Les maires, pour la plupart, ont suivi cette consigne, mais d'autres, vous allez le voir, ont choisi de s'abstenir. Qu'en disent leurs administrés? Justine Wild avec nos équipes en région. Au-dessus du palais de l'Élysée, à l'Assemblée nationale ou au fronton des mairies françaises, drapeau tricolore abaissé aujourd'hui en hommage au pape François, sur demande du gouvernement. Mais dans certaines communes, ils flottent encore librement, comme ici à Sandras, dans le Gard. Ce maire communiste refuse d'appliquer la consigne de Matignon, car selon lui, le pape incarne avant tout une figure religieuse. Aujourd'hui, je trouve que c'est une entorse à la laïcité de mettre les drapeaux en berne. Et le pape François, il est connu et reconnu comme le chef des catholiques dans le monde, pas comme chef d'État. D'ailleurs, le courrier que nous avons reçu du préfet parle du pape François, pas du chef de l'État du Vatican. La décision suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux et divise, comme dans l'orchestre du village. J'ai énormément de respect pour ce pape, mais je pense que la République en France, c'est la République et que ça doit être respecté. Je pense qu'il faut rester neutre sur ces questions-là. Parce que je ne crois pas que d'un autre côté, sur une autre religion, on le fasse. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le pape, en dehors d'être un personnage religieux, c'est aussi un personnage important dans le monde. Partout en France, les réactions sont contrastées. À Évreux, dans l'Eure, le maire d'hiver droite, lui, juge approprié cet hommage au souverain pontife. Le pape était d'abord un chef d'État, et donc le respect doit être dû à chaque chef d'État, et puis aussi parce que c'est un chef religieux, c'est le plus grand humaniste de notre temps. En 2005 déjà, à la mort du pape Jean-Paul II, des élus s'opposaient à l'abaissement des drapeaux, dont un certain député, François Bayrou. Nous sommes une république qui a choisi la laïcité. Et c'est pourquoi je fais très attention dès qu'il s'agit des symboles comme les drapeaux qui sont la République. La dernière fois que la France a mis ses drapeaux en berne pour un dirigeant international, c'était en hommage à la reine d'Angleterre. 2 jours après le meurtre d'une élève de 15 ans au lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, une élève a livré aujourd'hui le récit glaçant de l'attaque. Nous avons par ailleurs recueilli un nouveau témoignage d'un proche de l'agresseur qui éclaire, vous allez l'entendre, les possibles motivations de son acte. Laurence Naon, Thomas Paga et Audrey Burla. 2 jours après le drame survenu dans leur lycée,
certains élèves éprouvent le besoin de prendre la parole. Comme cette jeune fille qui a publié une vidéo vue plus de 300 000 fois sur les réseaux sociaux. Je suis élève en classe de seconde à Notre-Dame de Toutes-Aides. C'est quelque chose de traumatisant. Je veux juste parler parce que ça me fait du bien. Elle affirme qu'elle se trouvait dans une des 2 classes ciblées où le jeune homme a blessé 3 de ses camarades. Au moment où j'ai levé la tête, l'assassin était en train de poignarder un élève de ma classe. Et je peux vous dire que j'ai vu du sang, j'ai vu des atrocités, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on a eu la réaction qu'il fallait avoir. Une fois que l'assassin était sorti de notre salle, on a tous pris en charge les blessés. On est resté autour d'eux. Certains ont appelé directement la police, les pompiers, tout ça. Les élèves ne sont pas les seuls à avoir fait preuve de courage. Un technicien informatique employé du lycée est parvenu à stopper la course funeste du jeune homme. Le technicien en informatique décide de lui asséner un coup de chaise dans le dos et sur le crâne. Le technicien en informatique parvient à se retrouver, et en tout cas à faire en sorte que le mis en cause se retrouve pris dans une sorte de sas duquel le mis en cause ne pouvait plus ressortir. Le procureur affirme qu'il n'y a pour l'instant aucun mobile, aucune explication au geste de Justin P. Les jours qui ont précédé le drame, Alessio Dedage, son ami, avait échangé avec le jeune homme. À de nombreuses reprises, le suspect avait évoqué la jeune fille de 15 ans qu'il a tuée. Alors, il se sentait mal, il me disait qu'il voulait vraiment sortir avec elle, qu'il aimait beaucoup, cette personne qu'il a trouvée jolie. Mais vu qu'elle ne voulait pas, il pensait directement au suicide. Il m'a même envoyé un message comme quoi il ne vivrait pas longtemps. Et puis voilà. Ce message, Alessio Dedage accepte de nous le montrer. Toujours interné en psychiatrie, la garde à vue de Justin P. n'a pour l'heure pas repris. Un homme est activement recherché ce soir après le meurtre d'un fidèle hier dans une mosquée du Gard. La piste d'un acte islamophobe est clairement envisagée par les enquêteurs qui ne cachent pas leur inquiétude ce soir. Le suspect est en fuite. Il serait susceptible de chercher à poursuivre son offensive meurtrière. Valentin Châtelier et Françoise Mazou. Prière et recueillement dans cette mosquée de la Grand Combe. Les croyants sont encore abasourdis et sous le choc après la mort de l'un des leurs. Hier matin, un homme arrive devant ce bâtiment religieux. Sur ces images de vidéosurveillance, on le voit rencontrer un croyant, habitué des lieux, puis entrer dans la salle de prière. C'est là qu'il lui assènera des dizaines de coups de couteau, d'abord par derrière. Il filme ensuite la scène avec son téléphone et profère des injures contre Allah. Nous avons choisi de ne pas diffuser la vidéo. Ce croyant est arrivé le premier sur les lieux, après les faits. Je suis allé le voir. Et là, forcément, quand je l'ai vu, à Longis, là où j'ai vu tout son sang, et que j'ai vu qu'il avait sur le cou, de partout, qu'il avait des coups de couteau, qu'il avait du sang de partout. Et quand j'ai touché son pouls, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui passait, quoi. Donc j'ai compris qu'il était mort, quoi. La victime était âgée d'une vingtaine d'années. La piste d'un crime islamophobe est étudiée par les enquêteurs. À la sortie de la mosquée aujourd'hui, c'est l'incompréhension, mais surtout l'inquiétude parmi les fidèles. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour nous, pour les gens qui viennent à la mosquée, parce qu'arriver à ce point, c'est terrible. Toute la nuit, je ne suis pas dormi. Hier, j'étais KO, j'étais tombé par terre là-bas. Je ne peux pas imaginer ce qui se passe là, au niveau. Avec les premiers éléments relevés sur place, les enquêteurs ont identifié le suspect. Olivier H, âgé de 20 ans, il ne serait pas musulman. Selon le procureur, il pourrait avoir quitté le département du Gard. Il aurait indiqué qu'il souhaiterait commettre d'autres meurtres. Depuis maintenant plus de 24 heures, nous travaillons d'arrache-pied pour tenter de l'interpeller dans les meilleurs délais. Ce soir, les recherches se poursuivent. Le frère du suspect a lui été interpellé, placé en garde à vue, mais il a été relâché dans l'après-midi. Et on a appris qu'une marche blanche en hommage à la victime se tiendrait demain en début d'après-midi à la Grand Combe, donc dans le Gard. Le contrôle technique pourrait devenir obligatoire tous les ans. C'est un projet de la Commission européenne qui concerne les véhicules de plus de 10 ans. L'objectif, renforcer la sécurité, faire baisser le nombre de morts. L'an dernier, près de 20 000 personnes ont été tuées dans des accidents sur les routes européennes. Émilie Queneau avec Caroline Sins et Marie Petitjean. Patrick Dumège vient juste d'acheter cette voiture qui a 21 ans.
Bientôt pour lui, le contrôle technique, ce ne sera peut-être plus tous les 2 ans, mais tous les ans. Et comme beaucoup de ses propriétaires de véhicules de plus de 10 ans, il ne voit pas ça d'un très bon œil. C'est un petit peu exagéré. Le véhicule est en bon état, il est contrôlé de manière très complète tous les 2 ans au jour d'aujourd'hui. Si le véhicule est en bon état de fonctionnement et contrôlé tous les 2 ans, c'est largement suffisant. Les voitures de plus de 10 ans représentent la majorité des véhicules en France, 60%. Et pour Audrey Aoudj, la facture serait salée. La famille a 4 voitures au total, celle-ci a 12 ans. Donc un contrôle technique par an reviendrait à 4 contrôles techniques. Voilà, combien coûte le contrôle technique ? 72 € voilà. En panier moyen. 72 € environ, x 4 chaque année. Il faudrait peut-être penser à faire un pack family. Le garagiste, lui, est favorable à un contrôle annuel, notamment pour obliger les conducteurs à changer les pneus plus souvent. L'Union européenne veut réduire de moitié le nombre de tués et de blessés d'ici 2030. Si on n'a pas vraiment les pneumatiques avec des bonnes rainures, des bons dessins, ça peut tout de suite engendrer des accidents. Donc ça peut jouer beaucoup sur la sécurité. Mais pour les associations de défense des automobilistes, le contrôle technique annuel n'est pas la priorité. Il vaut mieux aller sur une mesure qui va venir regarder ceux qui ne font jamais leur contrôle technique. Ils pèsent quand même pour 1 million d'usagers de la route. Et c'est ceux-là qui doivent aujourd'hui aller dans des centres de contrôle technique pour vérifier l'état d'entretien de leur véhicule. La proposition doit être discutée au Parlement européen. Si elle était adoptée, il faudrait encore de nombreux mois pour qu'elle soit transcrite dans le droit français. En Iran, une puissante explosion a dévasté le principal port de commerce du pays dans le sud, sur le détroit d'Ormuz. Il y a au moins 8 morts et 750 blessés. Les pompiers luttaient toujours contre les flammes en début de soirée. Un appel à des dons de sang a été lancé. La catastrophe serait due à un incendie dans une zone de stockage des matières chimiques dangereuses. C'est un village comme tant d'autres, en apparence, en Picardie, mais qui attire chaque année des milliers de touristes australiens en raison de la présence en son sein d'une pépite mémorielle, une collecte exceptionnelle de photographies de soldats de la Première Guerre mondiale, principalement australiens, qui avaient aidé à repousser les Allemands en 1918 dans la Somme. Ces photos, prises à l'époque par un couple de paysans, ont traversé miraculeusement le XXe siècle. Grand format de Claire Blondiot avec Clément Jean-Pierre. Des centaines de visages, témoins de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Quelques instants de vie immortalisés par un couple d'agriculteurs, originaires de Vignacourt dans la Somme. Antoinette et Louis Thuillier. Tombé dans l'oubli, ce trésor a été retrouvé à la fin des années 80. Des photos de soldats anglais, indiens, mais surtout beaucoup d'Australiens. Mes 2 grands-pères et mon grand-oncle ont combattu en France pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est important de venir ici. Ça fait des mois que l'on en parle et nous y sommes enfin. Des centaines de touristes australiens parcourent des milliers de kilomètres pour découvrir ces photos. C'est très important de transmettre ça à mes enfants, pour qu'ils le transmettent eux-mêmes à leurs enfants, pour qu'on n'oublie jamais ce qu'il s'est passé ici. Pendant la guerre, Vignacourt est devenu une importante base pour les Alliés et le théâtre d'intenses combats. Des vies au destin brisé, transmises par ce professeur australien passionné d'histoire. Ça parle de la relation de soldats australiens avec des villageois français et qui sont devenus comme une famille. Ça m'émeut parce que ce sont des histoires vraies. Depuis quelques jours, l'accent australien résonne en terre picarde. Le 25 avril 1915 marque la date de leur entrée en guerre. Depuis, c'est un jour de commémoration. Sur le front, près de 46 000 soldats australiens ont perdu la vie et certaines de leurs tombes se trouvent ici, dans ce cimetière. Chaque année, un hommage leur est rendu à Vignacourt. Beaucoup d'hommes sont venus ici et ne sont jamais rentrés chez eux. Ça me bouleverse. Plongé dans l'histoire, moment d'émotion et de partage entre Français et Australiens, Kelly McBride n'aurait raté ça pour rien au monde.
C'était un vol de 21 heures pour venir ici, donc beaucoup de temps dans l'avion. Mais ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. Quelques derniers clichés avant de repartir. Souvenir d'une amitié qui perdure d'année en année, ici, en plein cœur de la Somme. Proposer des boissons, éventuellement des choses à grignoter, et si ce n'était plus suffisant pour attirer la clientèle dans les bars. Depuis quelque temps, on voit se multiplier les établissements d'un nouveau genre. On les appelle les bars à concept. Ils proposent des jeux, des activités, parfois étonnantes, vous allez le voir, autour d'un thème. Manon Martel, Marie Petitjean. Glisser sur l'eau, dompter la planche. Nous ne sommes pas sur la côte, mais en plein cœur de Paris, dans un bar. Non, moi je reste au sec et je regarde les gamelles. Initiés ou amateurs, ils sont nombreux comme ce Lillois à se jeter à l'eau. Super! Une trentaine d'euros pour 1 heure de session et quelques chutes. Un spectacle pour les uns, éprouvant pour les autres. Parce qu'il doit bien voir les chutes et il doit bien rigoler là-haut. Pas de quoi gâcher le plaisir de ces sportifs en quête de nouvelles sensations. J'adore. Parce que c'est hyper original, c'est atypique. Moi j'habite à Lille, il n'y a pas ça. Donc faut venir à Paris pour faire des trucs comme ça. Ça fait du bien, finalement. On sait qu'on va boire la bière juste après, mais que d'abord on va faire un peu de surf, histoire de la mériter. Une fois au sec, place au moment tant attendu. Cool. Pour ces nordistes, fini les bars classiques. Ouais, merci beaucoup. Et finalement, on fait de plus en plus de bars un peu à thème. Et on va de bar en bar, on cherche une activité. Et finalement, quand ça fait une activité plus un bar, on a le tout en un, quoi. Et ils sont nombreux à surfer sur la vague. Les bars à concept explosent à Paris et sur les réseaux sociaux, c'est une surenchère. Mini-golf ou encore bar à catch. Et même un apéro immersif dans une ancienne prison. Le dernier en date, ce bar à tir parisien ouvert depuis le début du mois. La plupart des clients l'ont découvert sur Internet. Le principe, viser des cibles virtuelles avec de vraies armes revisitées. Donc c'est des vrais fusils, donc ils vont être un peu lourds, mais qu'on a neutralisés. Donc en fait, on a enlevé tout le système à l'intérieur. Je vise et je tire. Et ensuite, je dois recharger. C'est très ludique et ça ressemble à une arme, mais en fait, c'est plus un jeu qu'une arme. Dans une ambiance Far West, ses amis se sont vite approprié le fusil et la gâchette. Bon, au début, quand notre copine nous a proposé, elle nous a pas dit que c'était virtuel. J'ai dit, mais cocktail et tir, ça va pas du tout ensemble, c'est un peu dangereux. Je trouve ça rigolo, ça met une petite ambiance un petit peu différente de d'habitude. Chacun des 9 salons est privatisé pendant 1h30, une trentaine d'euros en moyenne par personne, hors boissons et nourriture. Pour être rentable, mieux vaut installer son bar à concept dans une grande ville. On sait que c'est pas comme un bistrot de quartier où on va venir prendre son café tous les matins. Mais une ville comme Paris est énorme et donc même si les gens viennent que 2 fois dans l'année, ça sera déjà énorme en termes de population. Alors, simple tendance ou bar du futur, il prévoit déjà de lancer d'autres établissements après seulement 3 semaines d'ouverture. Pas de grand chelem pour les Bleus dans le tournoi des 6 nations. Elles se sont finalement inclinées 42-43 aujourd'hui à Twickenham face aux Anglaises au terme d'un match exceptionnel. Les Françaises qui n'ont donc pas réussi à battre les sextuples championnes sortantes du tournoi qui étaient largement favorites. Les Françaises terminent 2e de ce tournoi. Tout de suite, on ouvre 20h30 le samedi avec Laurent Delahousse qui revient ce soir sur la success story d'un groupe mythique.